fera un petit peu les... OK. Donc, alors, Claude, on te laisse la parole. On va accueillir les gens petit à petit et on va te laisser te présenter. Je pense que c'est peut-être mieux. Écoutez, que dire? Je vais d'abord vous dire que je suis plutôt impressionné de la quantité de personnes qui se retrouvent à l'écran cet après-midi pour moi ici, ce soir pour vous. Je suis au Québec, en effet, un petit peu au nord de Montréal. La météo ici est belle. Il fait à peu près 3 degrés. La neige commence à fondre. Les érables commencent à couler aussi. Il y a une belle saison des sucres qui s'annonce prochainement. Et je suis un peu dans ma grotte depuis un moment. J'ai bien hâte de sortir de ma grotte. Les nouvelles règles sanitaires le permettant davantage. J'espère même me rendre en Europe au mois de mai prochain. Entre-temps, il y a d'autres événements qui nous bouleversent tous, mais on va rester avec une présentation autour du co-développement cet après-midi. Très heureux donc d'être avec vous pour partager et échanger avec vous sur le co-développement. On a donné un peu un angle particulier à la rencontre cet après-midi d'aujourd'hui. Mais s'il y a des questions plus spécifiques, on pourra prendre un moment aussi pour répondre aux besoins qui pourraient émerger du groupe. Je suis habitué d'être davantage en interaction que là, ça va être un peu plus unidirectionnel à certains moments donnés, mais on va espérer pouvoir avoir des moments d'échange. Et n'hésitez pas à envoyer des questions à Nathalie entre-temps. Elle pourra en prendre note et m'interrompre s'il le faut lors de la présentation pour préciser une idée, préciser peut-être le sens d'un mot, quelques expressions québécoises qui pourraient m'échapper et puis que vous pourriez peut-être ne pas attraper. D'ailleurs, une de mes préférées expressions québécoises, c'est « attache ta tuque avec de la broche ». Attache ta tuque avec de la broche. Marie-Noël, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Pas du tout, mais alors pas du tout. Nathalie, une idée? Ah non, aucune idée. Aucune idée. Bon, la tuque, c'est comme vous appelez un bonnet chez vous. Donc, attache ton chapeau avec la broche, c'est du fil de fer. Donc, ça veut dire attache ton chapeau, on va démarrer. Alors, allons-y. Je vous partage mon écran pour partager quelques notes de la rencontre. Et puis, est-ce que c'est bon pour tous? Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Non. Pas encore. Pas encore. Ça va arriver. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon? Oui. Il restait un bouton à peser. Voilà, donc l'intention, en fait, la présentation aujourd'hui est autour des nouvelles pratiques, donc de nouveautés autour de la pratique du co-développement comme une méthode d'intelligence collective avec ses possibilités multiples en présence ou en ligne. D'ailleurs, avant de commencer l'entretien, Marie-Noël évoquait comment le fait d'associer maintenant le co-développement à l'intelligence collective, ça cadre différemment le propos et la pratique, ce qui n'était pas le cas au départ lorsqu'on a écrit notre volume en 1997, Adrien Payette et moi, bien qu'on parlait d'intelligence collective, mais ce n'était pas associé au courant que l'on connaît actuellement. Donc, moi, j'aurai un exposé d'environ une trentaine de minutes avec des intentions générales de faire valoir comment le groupe de co-développement peut être perçu comme une démarche ouverte, permettant d'apprendre ensemble et de s'entraider, bien qu'il y ait un cadre qui soit défini. Il y a beaucoup d'ouverture et de possibilités autour de la pratique du co-développement. Et justement, exposer des possibilités comme des points de vigilance à propos du co-développement qui se fait en ligne ou à distance, qui est quelque chose qui s'est développé, bien sûr, passablement ces 2 dernières années. Donc, pour moi, c'est un peu les intentions que j'ai qui ont été partagées aussi avec Nathalie et Marie-Noël. Alors, ça va se dérouler à peu près en 4 temps, 4 sujets à peu près. Donc, un premier sujet, dresser la ligne autour de l'intelligence collective et les pratiques d'intelligence collective. Donc, là, j'évoquerai à la fois la définition des pratiques d'intelligence collective, mais aussi de diverses façons d'en faire. Comment le co-développement se situe au travers de tout ça, mais aussi en faisant le lien avec le coaching, puisque vous êtes en majorité des coachs. Je vais aussi parler du co-développement et de nouvelles pratiques en ligne. Et puis, il y aura des cas qui seront exposés, qui seront apportés par Nathalie et Marie-Noël.
Donc, exposé, questionnement, application et échange sont des éléments de l'ensemble du déroulement. L'intelligence collective, c'est un vaste univers de pratique. Donc, c'est le premier bloc que je veux regarder avec vous. Je vais y aller quand même assez rondement sur ce sujet-là pour qu'on se garde davantage de temps à propos du co-développement. Deux définitions qui me plaisent bien de l'intelligence collective, c'est une fertilisation croisée de multiples intelligences d'un groupe où chacun manifeste la volonté de contribuer et de coopérer équitablement au service du vivant. Définition de Christine Marsan en 2014, qui positionne bien, je dirais, la pratique du groupe de co-développement. Et j'aime bien celle-là aussi de Christol et Joly, que l'intelligence collective humaine, c'est la façon d'apprendre à rendre notre planète plus vivante, ce qui donne un sens aussi à nos activités. Et Dieu sait qu'on en a besoin de rendre la planète plus vivante ces temps-ci. Et dit autrement, plusieurs personnes ont parlé finalement d'intelligence collective. Sans vous lire tout ça, je suis parce que nous sommes. Une de mes préférées, c'est celle de Margaret Mead, de ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens déterminés puisse changer le monde. En fait, ça a toujours marché comme ça. C'est parfois ce qui se passe dans un groupe de co-développement avec des choses qui se passent chez les personnes, chez le groupe et plus large ensemble. Donc, tous pour un pour tous. Et dans un groupe de co-développement, c'est tous pour un pour tous et un à la fois, souvent, que l'on fait le travail. Donc, des façons différentes, je dirais, mais d'évoquer cette idée du collectif et de l'intelligence qui peut se développer en collectif. Au travers de la notion d'intelligence collective, il y a des pratiques diverses que l'on retrouve. Le champ d'intervention, en fait, est assez large. Vous le connaissez probablement déjà. Ça touche de l'accompagnement des personnes, des groupes, des collectifs, des collectivités, des organisations, des territoires et des transformations sociales, toujours avec la collaboration des acteurs concernés pour favoriser leur pouvoir d'agir et des personnes et des communautés. Parmi celles-là, on peut nommer les forums ouverts, les cercles de dialogue, les World Café, l'Action Learning, les communautés de pratique, mais aussi les réseaux sociaux, les collecticiels. Internet est peut-être une manifestation d'intelligence collective, les cerveaux connectés et les modes de Creative Commons et les meetups et les hackathons, etc. C'est très, très varié comme univers. D'ailleurs, il y a un congrès qui se tient le 1er avril prochain à Lyon du groupe Vision Collective qui est représentation de vraiment diverses méthodes de partage en intelligence collective. Il y a aussi des pratiques réflexives comme la praxéologie, les groupes d'analyse de pratique, l'action learning, les groupes de co-développement, bien sûr que ça insère aussi dans ces modes d'intelligence collective. Donc, ça foisonne comme technique et méthode, à la fois en présence, mais aussi à distance et de plus en plus ces dernières années. Moi, je dirais un élément commun, c'est qu'il y a toujours une forte composante d'apprentissage et d'apprenance dans l'intelligence collective. L'apprenance étant l'espèce d'attitude dynamique et consciente qui permet à une personne ou à un collectif d'accroître sa capacité à traiter des situations complexes. Il y a comme tout un glissement entre la formation où on transmet un message et l'apprenance qui est celui de la disposition des individus et des collectivités à se développer. Et dans toutes les pratiques d'intelligence collective, on trouve toujours un acteur et un processus important qui est soutenu par le facilitateur et la facilitation, avec cette idée de rendre facile le processus au sein du groupe. En co-développement, j'ai choisi de continuer à parler de l'animateur de groupe de co-développement. On pourrait bien sûr parler de facilitateur, mais il y a quelque chose dans la notion d'anima, d'âme, d'apporter de l'esprit au niveau du groupe qui me plaisait toujours. Donc, j'ai choisi de continuer à parler de groupe, d'animateur, plutôt que de facilitateur. Et au travers de ça, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que l'apprenant, ça se nourrit aussi beaucoup de l'interaction avec les autres, ce qu'on trouve en co-développement. Quelques caractéristiques de la facilitation en intelligence collective, puis vous allez voir, il y a comme des liens là, avec le coaching. Généralement, c'est une posture basse sur le contenu, mais assez haute sur le processus, sur une démarche que l'on met en place. Il y a conscience et présence à soi, aux autres, à la connaissance, puis l'écoute a une très large place dans les activités d'intelligence collective. Il y a des choses généralement qui se construisent sur une alliance, un contrat, un projet commun,
une quête qui mène à donner du sens à l'activité de la démarche avec les personnes impliquées dans l'activité d'intelligence collective. Il y a la notion de contact, de climat, de bienveillance, de relations de confiance qui favorisent l'ouverture de l'apprentissage, qui sont, et là, comme elles le sont également en coaching, une facilitation des dynamiques à la fois interpersonnelles de l'entraide, mais aussi intrapersonnelles de la conscience à soi, puis de l'amorce d'une réflexivité chez l'acteur concerné. On fait souvent place aux émotions, aux dimensions physiques, à toutes les dimensions, bref, de la personne. Puis on s'occupe de mouvement, d'énergie, du temps, de processus. On trouve ça dans à peu près toutes les démarches en intelligence collective, comme on trouve généralement aussi en coaching. Donc, ceci étant dit sur l'intelligence collective, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont sorti sur le sujet, Nathalie. Je vais vous inviter on va passer plus directement au co-développement, à moins qu'il y ait des questions là-dessus, Nathalie. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat, donc je pense que tu peux poursuivre. On continue, allons-y. Il y avait juste une question pour savoir si c'était enregistré et qu'on aurait le diaporama. Voilà, c'est ça, j'ai vu ça passer. C'est enregistré et vous aurez le diaporama par l'enregistrement, mais pas dans un document séparé. Voilà. Donc, j'aimerais un peu avoir une idée de votre expérience du co-développement avant d'entrer directement dans le sujet. Alors, pour répondre à un petit sondage, une question qui vous est posée pour situer votre expérience, je vous invite à ou bien aller sur Internet, saisir menti.com et saisir le code qui est à l'écran, ou bien simplement utiliser votre téléphone intelligent et de scanner le code QR qui est là, qui va vous faire ouvrir une page sur laquelle vous allez pouvoir répondre à la question. Donc, je vous invite à prendre quelques instants pour faire ça. Moi, je vais devoir de mon côté, je vous laisse quelques instants, ensuite je vais fermer l'écran pour aller ouvrir la page web concernée. Alors, c'est très simple, hein. Vous scannez, vous répondez faire. Easy. Après, vous répondez à la question en cliquant sur votre réponse, vous envoyez et Claude reçoit les réponses. Les réponses commencent à rentrer. Voilà. Et là, il faut que je vois comment je présente ça. Besoin du code. Est-ce que tu peux rappeler le code, Claude? Non, mais le code, c'est le 68 56 25 75. Voilà, je l'ai marqué dans le truc. Et là, je vous partage mon écran pour que vous voyez les résultats. Donc, ça ressemble à ça actuellement. 42 personnes ont déjà animé un ou des groupes. 10 ont déjà été membres d'un groupe régulier. Peut-être, en fait, il y a des questions qui pourraient être aussi doubles. On peut avoir animé un groupe, mais aussi être membre. J'ai déjà simplement observé ou assisté à une rencontre de co-développement et 10 personnes connaissent peu ou pas. Donc, on a 44, 55, 65, à peu près 80 personnes qui ont répondu. On est combien de personnes actuellement de branchés? 129. 129. Je vais attendre quelques instants de plus, mais ça nous donne quand même la tendance qui va vers des gens qui connaissaient déjà le groupe de co-développement, même pour avoir animé des rencontres. Donc, on est entre fins connaisseurs. Très bien. Donc, je vais enlever ça ici. C'est pas ça. Deux instants, je vous reviens. Donc, allons-y. C'est plus facile d'y aller avec cette connaissance du fait que vous connaissez déjà le groupe de co-développement. Je ne rentrerai pas donc dans le détail de la définition. C'est celle qui apparaît dans mon dernier livre, qui parle essentiellement de la même chose que dans l'ouvrage précédent qu'on avait écrit Adrien Payette et moi ensemble. Donc, l'idée, c'est un groupe de co-développement, c'est une méthode
qui est structuré, qui veut activer l'apprenance des personnes. Les personnes qui ont une croyance ferme qu'elles peuvent s'améliorer, apprendre ensemble avec d'autres, avec des pairs. Pas dans ce cas-ci, dans un mode de connaissance descendante ou encyclopédique, mais vraiment d'un apprentissage en action, en s'entraidant puis avec une démarche réflexive sur l'action et qui mène à l'action. Donc, il y a ici un parti pris véritable d'une méthode pragmatique qui mène forcément beaucoup plus à l'action qu'une méthode analytique qui chercherait à comprendre l'ensemble des causes expliquant des gestes. Un élément important, c'est le cadre sécurisant qui est mis en place en toute bienveillance et authenticité, qui est centré sur une personne à la fois. Donc, c'est une approche centrée sur un client, qui s'appelle comme ça, vous le savez, avec une apprenance individuelle et collective qui est amorcée à partir d'un processus organisé et d'un cadre, dans le fond, qui est à tenir, qui est une forme d'enquête et de consultation entre les personnes. Essentiellement, chacun est porteur d'une quête et dans une démarche d'enquête, si on veut. On chemine ensemble dans l'entraide pour évoluer sur les sujets un à la fois. Formuler différemment, en fait, en quelques mots, c'est apprendre l'idée du co-développement, vous le savez, plusieurs d'entre vous, c'est apprendre ensemble, se relier, s'entraider, à la fois à partir d'un espace réflexif conjoint, un processus séquencé et centré sur le client et l'action. Le processus en 6 étapes a pris beaucoup de place dans la connaissance que les gens ont du co-développement et parfois on oublie d'autres dimensions qui sont aussi importantes, qui sont cet espace à mettre en place. Trouver les bonnes personnes qui vont réussir à travailler ensemble, qui identifient la quête, qui les anime, partager, créer ce contrat, cette alliance pour évoluer ensemble, sont aussi importants, sinon plus, que le processus en 6 étapes et quelques plus qui mènent à quelque chose de structuré comme démarche. Avec le temps, le processus a un peu évolué, c'est un peu précisé, je dirais, au fil des expériences que l'on a eues avant d'écrire notre premier livre et après. Il y a quelque chose d'assez fini, mais en même temps aussi assez ouvert au développement. Et avec cette idée qu'il ne s'agit pas d'une rencontre unique, un événement ponctuel dans le temps, mais quelque chose qui a une continuité, qui se déroule sur un temps plus long, idéalement. Par ailleurs, il y a des gens qui utilisent la méthodologie pour faire des modes de solution de problèmes efficaces et ça sert, c'est tant mieux. Donc, les éléments clés, l'espace effectif, le processus séquencé et centré sur le client, une seule personne à la fois. Bon, là, vous avez dans la colonne de gauche un certain nombre de principes qui sont à la base du co-développement. Vous les connaissez déjà, ils ont été un peu revus, remaniés, je dirais, dans mon dernier ouvrage, mais c'est essentiellement la même chose. J'ai mis un peu plus d'emphase sur la notion de la quête pour le praticien-chercheur et sur des éléments d'orientation vers les solutions. Mais ça ne veut pas dire qu'un groupe de co-développement, c'est uniquement centré sur la solution de problème, au contraire, mais au travers d'un exercice de recherche de solutions, il y a une démarche aussi d'apprentissage en collectif qui s'est mis en place. Et sans mettre en évidence tous les effets qui ont été observés à propos de la participation à des groupes de co-développement, ce qui ressort beaucoup, ce sont des éléments, bien sûr, de solution de problème, mais aussi d'apprentissage, de réseautage, de consolidation de l'identité professionnelle autour de l'activité que l'on partage avec des pairs, de recherche de sens, mais aussi beaucoup, et ça c'est même démontré dans quelques études un peu plus formelles, un développement du sentiment d'efficacité à la fois personnel, sentiment d'efficacité de groupe, donc de pouvoir d'agir, qui mène finalement à une pratique, et peu importe laquelle elle est, un peu plus consciente, un peu plus efficace, connectée, autonome, responsable et engagée. Et j'ajoute l'engagé parce que de plus en plus, je me rends compte que le co-développement sert parfois des missions autour de la responsabilité sociale des organisations, notamment, ou pour travailler en santé psychologique au travail. Donc, il y a un sens ici qui est quand même assez différent et qui est un peu nouveau par rapport à ce qui se faisait au début. Ça va, Nathalie, on continue? Alors, il y a juste une question d'Erika qui demande, est-ce que le co-développement est uniquement réservé pour des situations professionnelles? Non, je vais venir plus tard, mais non, en effet. En fait, au début, on parlait de groupes de co-développement professionnel,
Et maintenant, je parle plutôt de co-développement et de groupes de co-développement parce qu'on a vu que les gens l'utiliser dans beaucoup d'autres contextes. Et même, il y a des particuliers maintenant qui utilisent le co-développement pour se rencontrer et structurer des échanges de consolidation d'équipe ou de travail en commun. Des parents se regroupent avec des groupes de co-développement. Des adolescents le font maintenant aussi pour échanger avec d'autres adolescents. Les groupes de femmes travaillent sur le leadership féminin avec des groupes de co-développement. Donc, il y a des applications vraiment très nombreuses et pas que professionnelles. Justement, par rapport au groupe de pairs, il y avait une question, mais je pense que peut-être tu vas la traiter maintenant. C'est un manager, comme on parle de groupe de pairs, un manager, est-ce qu'il est en capacité d'animer un atelier de co-développement? Il est assurément assurément pas nécessairement, mais il peut animer un atelier de co-développement. Il peut le faire, bien sûr, aussi avec ses équipes naturelles, mais généralement, on encourage que des groupes de co-développement soient avec des gens qui sont un peu indépendants les uns des autres, qu'il n'y ait pas de relation de pouvoir potentielle des uns par rapport aux autres. Et un esprit de confidentialité là, qui est assez important. Donc, le faire avec une équipe naturelle, forcément, il y a des sujets qui ne pourront pas être abordés. Ils vont être traités différemment. Ça ne veut pas dire que c'est totalement inutile de faire ça, mais un groupe avec où l'équipe naturelle elle-même se retrouve, ça va être différent. Et même que se retrouver avec des gens qui sont des pairs peut-être ailleurs dans l'entreprise, de secteurs d'activité différents, où on va penser un peu différemment. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à chacune des formules. Je vais prendre un moment juste pour faire un lien, parce que vous êtes en majorité des coachs. Il y a beaucoup de comparaisons à faire entre l'animation en co-développement, comme la facilitation en intelligence collective et le coaching. Dans les deux cas, il y a toujours une alliance. On s'intéresse au but du client, à sa réalité, aux options qui s'offrent à lui, aux premières actions qu'il pourrait entreprendre. Ça, je pense que ça fait partie généralement des modèles d'accompagnement en coaching. Et il y a une place importante au questionnement exploratoire pour élargir les possibilités du client pour qu'il puisse élargir sa conscience et voir son problème différemment. Et par ailleurs, quelques différences, j'en nomme quelques-unes ici, entre autres que l'entraide ici est fondée sur... en fait, on travaille en mode d'entraide, en groupe de co-développement, qui est fondé sur l'exploration et l'apprentissage continu. Il y a une alternance et une brièveté du focus sur une personne à la fois, ce qui va être différent avec un coaching. Quand vous accompagnez quelqu'un dans un coaching, le même client est dans une relation qui se construit sur plusieurs rencontres. En co-développement, les participants prennent parfois la posture de client, mais parfois une autre posture. Et donc, forcément, ce n'est pas pareil. Et les consultants ne sont pas des professionnels de la relation d'aide. Même si on se met dans un mode où on essaie de s'entraider, ils n'auront pas la même habilité, je dirais, pour toujours poser les questions les plus ouvertes possibles ou les plus adéquates. Mais ces maladresses vont faire aussi, par ailleurs, qu'on est connecté aussi par ces différences, par nos défauts aussi, si on peut dire. Et il se crée quand même quelque chose d'assez unique et d'assez utile dans ces circonstances. Donc, pas besoin d'être professionnel, on n'agit pas comme des professionnels, mais donc c'est ce qui serait différent d'un coaching ou de coaching par des pairs qui sont des coachs. Il existe des groupes des cercles de coaching, par exemple, où on va réunir des coachs ensemble et qui travaillent à partir de leur modèle de coach pour s'entraider. Alors, pour un coach qui anime du co-développement, il peut y avoir un défi parfois qui est de faire l'accompagnement par les participants qui ne sont pas eux-mêmes des coachs. Et il y a comme une façon de travailler ici qui va être différente en co-développement que ce serait en coaching. Donc, j'ai un peu exposé le sujet du co-développement, mais comme je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà, ce sont peut-être simplement quelques éléments de rappel pour vous. S'il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées, Nathalie, je continuerai avec le sujet des nouvelles pratiques. Tu me dis alors, justement sur la pratique du co-développement, pour rebondir sur les groupes de pairs tout à l'heure, et puis de la diversité des groupes, et Jean-Christophe qui pose la question, jusqu'où aller dans la diversité de la composition d'un groupe de co-dev? À quel point on peut mixer des personnes ensemble? En fait, la mixité est, à mon avis, très, très encouragée. Parce qu'il va y avoir une diversité de perspectives, de points de vue, d'apports, de regards pour
pour prendre du recul sur un sujet. Il n'y a rien de tel que d'avoir des yeux différents qui regardent ce même sujet. Mais on a besoin, il faut comprendre aussi que le groupe de co-développement est aussi une communauté de pratique. Donc, on doit être réunis autour d'une pratique commune. Je parlais de parents un peu plus tôt, quelqu'un qui n'est pas parent, mais qui a observé ce qu'est le rôle de parent, c'est propres parents. Bon, déjà, il y a comme une communauté de connaissances du rôle de parent dans une entreprise, des gens qui vont se regrouper en co-développement, mais qui viennent de secteurs totalement diversifiés, vont d'abord aussi développer un peu de réseautage entre eux, une complicité avec des secteurs d'activité différents, mais aussi des regards qui vont être différents autour du métier qu'ils ont ensemble, que soit-il fabriquer des bicyclettes ou produire du sirop d'érable. Donc, il y a comme une communauté de pratiques qui doit quand même relier pour avoir un projet commun sur lequel on va travailler ensemble. Oui. Et donc, du coup, ça amène la question, jusqu'où on peut aller, ça amène la question aussi, est-ce qu'il y a des contre-indications au co-développement? C'est Géraldine qui pose la question. Oui, ben ça, c'est une bonne question, parce que le co-développement, ce n'est pas une panacée. Il y a des situations dans lesquelles je ne pense pas que ce soit nécessairement la meilleure méthode. Par exemple, déployer dans une organisation qui est en transition, en acquisition, en fusion avec une autre organisation, des groupes de co-développement pour que les gens apprennent à se connaître. Il va y avoir des limites si, par exemple, on met dans un même groupe deux personnes qui sont en compétition pour le poste dans la nouvelle structure. Ou déployer des groupes de co-développement au sein d'équipes où les gens sont en tension, en conflit, alors qu'on va demander ici un des éléments de fonctionnement, c'est la bienveillance, l'authenticité, la capacité de se mettre en relation les uns avec les autres pour s'entraider. Alors, si on n'a pas un minimum d'éléments pour évoluer dans ce sens-là, ce ne sera pas des situations gagnantes. Puis aussi, il y a des gens qui ne croient pas à ce genre de formule pour apprendre avec d'autres, qui vont préférer aller étudier à l'université ou lire un livre ou avoir simplement des mandats stimulants pour évoluer dans leur activité et que le fait d'échanger avec d'autres, ça ne leur va pas ou ça ne leur va pas à ce moment de leur vie. Donc, ce n'est pas pour eux la meilleure formule. Donc, à mon avis, ce n'est assurément pas une panacée, mais il y a des situations dans lesquelles ça peut être très utile. Par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il faut que le contexte soit parfait, mais on va tenter assurément d'éviter que des gens soient dans des situations délicates lorsqu'on constitue le groupe. Comme j'évoquais un peu plus tôt que suivre la méthode en étapes est important dans un groupe de co-développement, mais aussi de constituer un groupe de personnes qui vont pouvoir travailler, évoluer ensemble est aussi important au démarrage. Ce qui peut impliquer que si on a des groupes à mettre en place, moi, il m'est arrivé de demander aux gens en préalable, on dit, écoutez, le groupe, théoriquement, sera composé des 8 personnes suivantes. Est-ce que vous êtes confortable d'être avec ce groupe-là? Et lorsqu'il y a plusieurs personnes il y a plusieurs groupes de constituer dans un déploiement, il peut être facile de replacer une personne dans un autre groupe et sans qu'on sache qu'il y avait une situation délicate avec une autre personne. Oui. Merci, Claude. C'est bon? Donc, les nouvelles pratiques de co-développement, en fait, ça faisait aussi partie un peu du titre. Il y a la question qui est sous-jacente, c'est presque, est-ce que c'est une méthode ou est-ce que c'est un dogme, le groupe de co-développement, la méthode du groupe Et pour moi, c'est vraiment une méthode que nous avons proposée, Adrien et moi, à l'époque. On a chacun travaillé de notre côté. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on avait des pratiques un peu différentes, mais fusionnées ensemble, ça a donné ce qu'est la proposition du groupe de co-développement. On nous a déjà approchés pour nous demander d'enregistrer la marque, ce que l'on a toujours refusé, en disant, bien, à quelque part, ça ne nous appartient pas totalement, ça appartient aux gens qui vont faire ce qu'ils veulent avec, en espérant que ça se fasse en toute conscience et avec un sens de l'utilité. Et avec le temps, donc, et l'exploration, ça fait quand même plus que 25 ans maintenant que le truc roule. Il y a eu des variations et je dirais que c'est tant mieux. C'est parti d'une méthode pédagogique. Dans certains cas, c'est devenu presque une pratique professionnelle formelle avec la longue formation, presque comme un métier, presque comme pour animer un groupe de co-développement, il faudrait être formé comme un coach. Moi, je suis plus
aller vers, vers le côté de la méthode pédagogique et de voir qu'elle peut bien sûr être améliorée, être perfectionnée, mais que ce n'est pas nécessairement un métier que d'être un animateur de groupe de co-développement. Parce qu'un manager, un animateur, un formateur, un professeur peut assurément bien le faire, tout comme un coach ou une personne qui dédierait aussi toute sa pratique au co-développement. Bien sûr, c'est aussi possible. Et ça n'empêche pas que les gens aient besoin de se réunir et d'échanger avec des pairs, créer des associations sur la méthode du co-développement. Avec le temps, le co-développement était que professionnel, puis finalement, il s'est déployé dans toutes sortes de contextes, en passant par la RSE, la prévention des risques psychosociaux. Et il y a eu toutes sortes d'applications maintenant du groupe de co-développement. Je l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Il y a eu des variations parce qu'au départ, nous, on proposait un processus formel, où on s'assure que les participants au groupe de co-développement ont au moins l'occasion chacun d'être une fois client et de présenter donc leur sujet, ce qui veut dire qu'il y a au moins autant de rencontres qu'il y a de participants. Et qu'en fait, il n'y a pas que la consultation en tant que telle qui est dans la démarche du co-développement, il y a aussi autre chose qui va autour en termes de pratiques réflexives, de lecture, de tenue d'un journal, etc. Et il y a des gens qui ont par ailleurs que capté le volet du processus court en étapes jusqu'à faire des sessions très, très courtes de co-développement. Avec le temps, pour nous, le co-développement est une méthode qui visait d'abord des préoccupations et du développement des personnes, des individus, dans des organisations, bien sûr, mais individuellement. Et on s'est rendu compte qu'avec le temps, il y a des éléments de développement organisationnel qui sont associés, tant et si bien qu'il y a même des gens maintenant qui tentent d'implanter la méthode du co-développement auprès de l'ensemble des équipes de management dans des organisations pour avoir des impacts un peu plus larges à long terme et au plan organisationnel, avec des effets, semble-t-il, très, très importants. Mais par ailleurs, dans d'autres organisations où il y a eu un nombre important de groupes de co-développement, on m'a partagé le témoignage à un moment donné que des managers disaient bon, on a appris finalement à devenir un peu plus humble, à adopter une posture différente. Et on voit qu'ils sont des gens qui ont travaillé ou pas au sein de notre organisation dans un mode de co-développement. Avec le temps aussi, d'autres variations autour de la durée des rencontres, l'intensité des contributions, la stabilité des participants. Il y a des groupes de co-développement qui, en fait, à l'origine, nous, on propose que le groupe soit constitué de façon stable de X personnes qui se voient pendant une période déterminée. Mais dans certaines situations et certains contextes, c'est assez faisable. Il y a des mix qui se font où il y a un noyau dur, puis quelques personnes qui vont tourner autour, qui va faire que le groupe va évoluer avec le temps et que la continuité va être aussi différente en termes de processus. Je parlais de processus court. Marie-Noël vous dira un mot un peu plus tard sur sa façon de parler, de voir le FASCODEV, mais il est apparu il y a un moment des gens qui parlaient de FASCODEV, qui ont même enregistré, je pense, la marque, ou qui ont tenté d'enregistrer la marque de FASCODEV. Et moi, j'ai posé la question, on parle de quoi quand on parle de FASCODEV? Parce que le paramètre pourrait pour certains être uniquement relié au temps, à la durée d'une séance de consultation, alors que notre pratique à l'origine était des sessions je dirais, la consultation en elle-même qui peut durer 1 heure, avec peut-être 2 consultations au sein d'une rencontre, d'une demi-journée. Bref, donc la consultation faisait 1 heure, 1h30. Il s'est développé en France, entre autres, des pratiques où la consultation se fait en 3 heures. Donc, pour ceux qui font la consultation en 3 heures, faire comme nous on faisait à l'origine, puis on fait encore des consultations de 1h30, c'était ça du FASCODEV. Pour moi, le FASCODEV, c'est plus quelque chose qui va se faire très rapidement, peut-être en 30 minutes, où on va prendre les étapes en accéléré. Il y aura peut-être un peu moins de détournement des autres éléments pour mettre en place l'espace pour le développement. C'est autre chose, mais ça peut quand même être utile. Et avec le temps... Sur ce FASCODEV, Claude, on a une question d'Isabelle. Oui. Qu'en est-il de la continuité dans le temps quand on fait des FASCODEV? Est-ce que c'est des one-shots? Oui, c'est ça, mais ça dépend de comment les gens le font. Si on fait plusieurs FASCODEV de suite,
ce qui fait que les gens ont le temps de chacun de présenter leur sujet. Comme par exemple, je ferai un parallèle avec en Action Learning. Les groupes d'Action Learning sont souvent composés de 4 participants. Et à chaque rencontre, chacun présente son sujet en 30 minutes. La rencontre dure 2 heures. Chacun présente son avancement de projet en 30 minutes. Il y a comme un questionnement rapide qui se fait de chacun. Donc, c'est fast dans un sens, mais il y a une continuité aussi. Mais d'autres, si on dit on fait une seule rencontre de PASCODEV, ben, on ne sera pas dans la même démarche. Il n'y aura pas le même approfondissement. Moi, je note souvent qu'après 3 rencontres, il s'est créé une complicité entre les participants où on approfondit des sujets, on prend davantage de temps, on s'est mieux posé nos questions. Donc, il y a quelque chose qui se construit à partir de la continuité. Donc, ne pas considérer ça, ne pas mettre ça en place, mais on va rater assurément quelque chose. Mais c'est par ailleurs, une rencontre, si on n'a que 30 minutes pour traiter un sujet, puis on se dit que le processus du co-développement peut nous aider, mais pourquoi pas? Et avec le temps et l'exploration, il y a eu des variations justement sur la présence physique, parce qu'à l'origine, c'était qu'en physique, et avec l'introduction du co-développement à distance, le distanciel. Ce qui va m'amener sur d'autres sujets. Mais je vais voir, avant de rentrer donc, dans le co-développement en ligne, Nathalie, s'il y a d'autres questions ou ajout de toi ou Marie-Noël. Oui, alors il y a une autre question qui vient chercher sur l'esprit du co-développement et juste, si tu peux préciser, est-ce que, selon toi, on peut concevoir un processus de co-dev seulement avec une seule personne individuelle? Ben oui. Oui, dans un sens où si on est capable de réfléchir, se regarder réfléchir, se parler dans notre réflexion pour écrire, par exemple, un sujet, le déposer sur papier, ensuite se poser des questions et pourquoi pas utiliser un jeu de cartes avec des questions aléatoires qu'on se pose pour avancer sur le sujet. Donc, on ferait une démarche, mais on ne sera pas dans le co. À 2, peut-être. À 2, oui, au moins à 2, moi, je dirais. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Mais il y a comme une richesse dans le nombre multiple qui fait qu'on est entouré, il y a plus de perspectives, il se passe autre chose. Et pour la continuité, ouais, ça nous amène aussi quelque chose de différent en plus grand groupe. Et on s'entend, le grand groupe, à peu près 8 maximum, parce qu'au-delà de ça, le nombre d'interactions se multiplie, ça devient plus compliqué à avoir une consolidation d'équipe plus intime, plus serrée. Marie-Noël, je pense que tu voulais dire quelque chose. Oui, mais en fait, moi, je pourrais rajouter juste un point. Alors, je l'ai appelé, moi, Codev Flash. Enfin, avec mon groupe en formation, on l'avait appelé Codev Flash. Dans un premier temps, on l'avait, je partage une expérience, là, on l'avait beaucoup plus orienté sur des sujets opérationnels, en se disant finalement, pourquoi se priver d'une méthode si on n'a pas beaucoup de temps et justement de travailler sur des sujets opérationnels. Et avec le temps, en fait, je me suis aperçue qu'on pouvait effectivement traiter des sujets, tous les sujets, ne pas se limiter à un sujet opérationnel. Et je pense qu'on fait une première étape et après le sujet pour revenir. Et l'autre point que je voulais dire, c'est que souvent, moi, j'ai cette question parce qu'on peut démarrer un groupe avec 8 ou 9 participants et puis parfois, on se retrouve à 2 ou à 3. Et c'est là qu'on s'est un peu creusé la tête pour se dire qu'est-ce qu'on fait différemment et jusqu'où on peut aller justement. Est-ce que tout seul, à 2 ? Et voilà, moi j'appelle ça travailler en mode co-développement et tout l'enjeu, évidemment, c'est de passer par cette phase de questionnement avant de passer par d'aller sur les solutions. Et on a un peu le même process, mais on le fait en tout petit groupe. Et peut-être que le groupe gagne quand même beaucoup en autonomie. Je trouve ça assez intéressant. Voilà. Et si on est parti à 8-9 puis on se retrouve à 2, et oui. Il faut peut-être se questionner aussi sur comment les gens ont acheté ou se sont embarqués dans ce processus au début, parce qu'il est clair que le contrat initial que je crée avec chacun des groupes, il y a la notion d'engagement qui est importante. Si quelqu'un, on voit le calendrier, puis si on dit, moi, je pense que je ne pourrais pas être là, je vais être là une fois sur 2, désolé, on peut comprendre qu'il y a une absence à l'occasion, mais le groupe est construit à partir de la participation, de l'engagement de chacun. Donc, si au début, les gens disent qu'ils ne pourront pas être là, il faut proposer d'autres formules à ce moment-là. Et si on est rendu si occasionnellement, une fois, il y avait une rencontre qu'à 2 personnes, c'est comme pas le groupe qui continue, il va se passer quelque chose dans ces 2-là qui ne sera pas passé avec les autres.
Alors, il faudra démontrer. Une rencontre qu'on a quand même eue. On a profité de l'occasion qu'on avait d'échanger, de jaser ensemble. Mais on n'est pas nécessairement dans la continuité de notre groupe de co-développement. Non, mais si je peux rajouter un point, en fait, on touche à un point qui est peut-être plus compliqué parfois, c'est de la philosophie de départ où on était sur la base du volontariat. Aujourd'hui, Ouais. quand on peut faire du co-développement en entreprise, on n'est plus sur la base du volontariat. Donc, on a des gens qui sont inscrits par leur manager, par leur direction, qui s'engagent. Et puis après, voilà, nécessité philo, ils ne sont pas forcément là. Mais ça, c'est un point, de l'engagement, on peut en parler, on a un engagement en timing, et puis dans l'entreprise, il y a des choses plus importantes que les groupes de co-développement. En tout cas, aujourd'hui, dans mon expérience. Oui, oui. Oui, et puis c'est important, je pense, de traiter ça lorsqu'on dépose ça en organisation, parce que la notion de volontariat, pour moi, demeure importante toujours. Forcer quelqu'un à participer à un groupe de co-développement, ça ne sera pas nécessairement intéressant pour lui ni pour le reste du groupe. Alors, je préfère laisser tomber à ce moment-là. Et ça fait partie du contrat qu'on doit avoir avec l'organisation. Et quand les gens sont amenés, et aussi avec les supérieurs immédiats des personnes qui sont envoyées, de façon à s'assurer de reconnaître que la participation à un groupe de co-développement va être aussi importante que la réunion mensuelle, que participer à un colloque ou à un congrès. Si on a payé, on veut aller suivre le congrès. Donc, ça fait partie de la conversation initiale, je pense qu'on devrait avoir avec le sponsor avec lequel on travaille pour maximiser l'efficacité du co-développement pour que la formule soit adaptée. Parce que là encore, pour moi, ce n'est pas une formule qui convient à tout ni à tous les contextes. Bien sûr, on peut le faire dans des situations différentes, mais il faudra être réaliste sur les résultats qui ne seront peut-être pas du même niveau à ce moment-là. Co-développement en ligne, on rentre là-dedans? Allez. Oui, j'ai bien noté vos questions, ne vous inquiétez pas. C'est pour pouvoir avancer et après distiller les questions et ces sujets reviendront. Donc, tu peux y aller, Claude. Aussi appelé e-codev, e-codev, co-développement à distance, allo-codev, co-développement virtuel et tout. Donc, l'utilisation de l'Internet pour faire du co-développement. En fait, le co-développement a été développé avec cette idée d'être en présence. À l'origine, c'était autour de la méthode d'animation de petits groupes et ça se faisait en présence. Sauf que déjà, avec l'arrivée d'Internet, dès 2001, moi, je me souviens d'avoir écrit un papier où je voyais un intérêt, une opportunité d'utiliser Internet, ne fût-ce que pour des raisons logistiques d'organisation. Sauf qu'à ce moment-là, les difficultés techniques de la visioconférence faisaient que l'expérience était totalement désagréable et que les délais de latence avaient un impact très négatif sur le sentiment de présence et ça ne valait pas la peine de faire du co-développement à ce moment-là. Sauf qu'avec la pandémie et les améliorations technologiques aussi qui ont suivi, les applications elles-mêmes comme Zoom se sont de beaucoup améliorées ces dernières années et est devenu là, quelque chose qui devenait intéressant. Et dès le début de la pandémie, je dirais, excusez, je reviens, dès le début de la pandémie, un groupe d'animateurs en co-développement, nous sommes affairés à reconnaître la pertinence de faire du co-développement à distance. Parce qu'il faut avouer qu'on avait certaines réserves, mais étant tous confinés les uns et les autres à la maison, on voyait bien que le co-développement pouvait quand même contribuer très positivement. Et d'ailleurs, on a vu plusieurs initiatives de co-développement solidaire se mettre en place avec des gens qui ont réuni des personnes qui étaient isolées dans leur pratique professionnelle ou autrement. Et ils ont utilisé le co-développement pour créer du lien pendant cette période difficile. Les préoccupations qu'on avait, en fait, on en voyait déjà des avantages et des préoccupations qui demeurent présentes, là. Les avantages, bien sûr, c'est celle du temps de déplacement, de l'efficacité de la rencontre, de pouvoir créer des rencontres en mode de distanciation. On voit très bien que c'est peut-être un peu plus facile à distance de gérer la parole, gérer les étapes du processus. Il y a même des options de captation écrite et enregistrer des propos qui ne sont pas banales à considérer dans ce qu'on peut faire à distance. Par contre, une des plus grandes préoccupations, c'est celle de créer de la présence à distance. Même actuellement, dans ce webinaire,
je n'ai pas ce sentiment de présence des dizaines de personnes qui êtes participantes ici. C'est différent si on était en présence dans une grande salle. Alors, bien sûr, l'expérience de présence est différente dans un groupe de co-développement virtuel, mais il faut s'assurer de la créer. Question qu'on se posait, est-ce qu'il faut reproduire le groupe en ligne? La réalité de la présence, bien la reproduire en ligne, ou est-ce qu'on parle d'une autre forme de co-développement quand on parle du co-développement en ligne? Moi, j'ai plutôt porté mes efforts vers reproduire le groupe en ligne en tentant de diminuer les effets négatifs. Et peut-être d'autres voudront le faire différemment. Et les préoccupations que l'on avait aussi étaient techniques en termes de est-ce qu'on utilise des applications de visio usuelles ou de co-développement qui sont dédiées. D'ailleurs, Nathalie pourra parler un peu plus tard d'une application qui a été développée pour faire du co-développement à distance, dédiée carrément au co-développement. Bon, excusez-moi. Les points de vigilance, en fait, qui sont à considérer, je pense qu'il faut, bon, bien sûr, là, toujours il y a des considérations, les problèmes techniques et les niveaux d'aisance technique. Par ailleurs, la pandémie nous a tous forcés à nous mettre en ligne beaucoup plus facilement et souvent. Et d'ailleurs, il y a même des rencontres familiales maintenant qui se tiennent en ligne, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 3 ans. Il y a des enjeux souvent de décalage à considérer, qu'ils soient horaires, qu'ils soient dans des lieux différents, des contextes différents. La météo d'une personne et de l'autre n'est pas la même. La réalité, le temps du jour, vous êtes en soirée, je suis en après-midi, notre énergie n'est pas nécessairement la même. Il faut considérer ça dans une participation de groupe. La présence, le type de présence n'est pas équivalent. Il y a des enjeux de confidentialité à gérer. D'ailleurs, Zoom a eu des enjeux dès le début à gérer autour de cette question. Qu'est-ce qui peut être entendu de la conversation que l'on a ensemble dans un groupe de co-développement si la porte est ouverte, alors que lorsqu'on est en présence, on sent très bien quels sont les paramètres qui définissent la confidentialité en groupe. Bien sûr, il y a des différences du contact, qu'il soit visuel, corporel, la difficulté d'avoir une conversation en aparté avec quelqu'un à côté, et toute la perte des signaux non-verbaux, le toucher, la dynamique interpersonnelle. Il y a parfois des soucis qui se passent entre deux participants dans une présence en ligne qui fait qu'on n'arrive pas à le saisir à l'écran, mais cette dynamique-là existe. Et bien sûr, la fatigue, la fameuse fatigue Zoom, où la charge cognitive, forcément, est plus grande parce qu'on a beaucoup plus de types d'informations à gérer en même temps. Il y a, dans un Zoom, en petit groupe, il y a un excès de contact visuel rapproché, et ça, notre cerveau, ça a l'air qu'il trouve ça assez exigeant d'avoir toutes ces personnes qui nous regardent tous en même temps. Se voir continuellement en temps réel, donc c'est fatigant. Se centrer à l'écran, s'ajuster continuellement, montrer qu'on est intéressé. Il y a peu d'indices physiques. Vous connaissez peut-être la théorie d'Edward T. Hall sur les zones d'espace personnel. On a un espace privé, un espace semi-privé, puis un espace public. Il semblerait que lorsqu'on se regarde à l'écran, et qu'on regarde la hauteur de nos visages, on est à peu près une image à 13 cm équivaut en vrai à une projection de 50 cm. Et comme ça, c'est comme si on était dans notre espace intime. Donc, forcément, quand on regarde quelqu'un à l'écran, on est nécessairement dans un espace intime, mais je parle dans une rencontre peut-être de 8 personnes où les médaillons à l'écran sont de format à peu près équivalent. Et bien sûr, là, la fatigue Zoom est associée à un espace de liberté restreint. On est contraint dans un espace, assis à notre chaise. Tout est public. Il est difficile de se dérober avec une caméra braquée sur soi. Puis forcément, notre mobilité corporelle va être limitée. Si vous voulez en savoir davantage sur le sujet, l'article qui est indiqué ici est assez intéressant sur la notion de fatigue Zoom. Bon, ceci dit, il y a moyen quand même de miser sur ses forces en co-développement à distance, parce que, contrairement à l'expérience que l'on vit actuellement, là, en co-développement à distance, on va voir les 8 personnes à l'écran dans un format similaire, et il y a moyen comme de créer justement cette intimité avec cette proximité visuelle que l'on a. Il y a comme l'espace-temps qui est à revisiter.
mais il y a une instantanéité dans la capacité d'être en relation les uns avec les autres. Tant et si bien, par contre, qu'il faut aussi qu'il y ait une période de transition entre le hors co-développement et le co-développement. On veut se centrer sur le client davantage, et c'est facile, à quelque part, c'est relativement facile de le faire à l'écran. Il y a quelque chose d'assez fabuleux aussi, c'est qu'on a une expérience qui peut être assez partagée, bien qu'à l'écran, on peut être placé différemment qu'on serait dans une salle, mais si on met le client en haut et les gens autour dans une expérience similaire, on reproduit une expérience qui est assez pareille d'une personne à l'autre. L'enjeu, par ailleurs, est celui du contact visuel que l'on veut le plus vrai possible. Malheureusement, quand on est à l'écran, souvent, on ne regarde pas directement l'écran. C'est-à-dire, on regarde directement l'écran, on ne regarde pas directement la caméra, ce qui fait que notre interlocuteur n'a pas vraiment l'impression que l'on s'adresse à lui. Et on sait que le contact visuel va être un générateur d'empathie importante. Alors, il y a quelques règles que j'ai identifiées autour de la pratique du co-développement à distance. En fait, tout ce qui est nécessaire à faire en présence est nécessaire à faire aussi en ligne. Donc, choisir les participants, s'assurer d'un engagement de groupe, partager les processus et les quêtes individuelles, mettre en place l'espace de co-développement centré sur l'apprentissage, la bienveillance, la concision, l'entraide, la confidentialité, puis tenir le cadre et faciliter le processus, ça va être aussi important à distance que ce l'est en présence. Et plus spécifiquement, puis je termine à peu près avec ceci comme conseil ou comme pratique. Nathalie appelle ça les tips, des petits conseils. Je pense qu'il faut revoir notre vision du co-développement et repositionner nos attentes lorsqu'on le fait en ligne. Ce qui peut impliquer, par exemple, de revoir un peu le format, de réduire le nombre de participants à l'écran pour faciliter le processus. Donc, plutôt que de tenir un groupe de 8 personnes, peut-être tenir un groupe de 6 à 7 personnes. Revoir le rythme que l'on se donne lors de la rencontre. Peut-être se préparer davantage pour maximiser l'utilisation du temps. Bien créer le cadre et le contexte, s'assurer que le client soit bien visible à tous. Et remarquez, moi je dis ça, puis lorsque j'ai une conversation avec mon fils de 25 ans, je me rends compte qu'il y a des différences culturelles, générationnelles, en fait, dans l'utilisation de la caméra et de l'installation en ligne. Pour lui, il me dit, bon, nous, dans les cours, maintenant, c'est pas grave si la caméra est ouverte ou fermée. Moi, je dis, ça, c'est plate pour ton prof. Tu devrais ouvrir la caméra, qu'il y ait une relation de connexion entre l'enseignant et tous les participants. Et donc, mais bref, je pense que pour cette génération, ce n'est pas nécessairement un souci. Alors, il y a des âges où la qualité de la communication visuelle à l'écran va avoir on va avoir peut-être des types de préoccupations qui vont être différents. Bien s'installer, prendre le temps d'installer les participants, s'assurer que le client est confortable, que les caméras que le son est réglé, etc. Capitaliser sur le processus, les étapes, mais aussi ralentir et prendre peut-être plus de temps d'arrêt que ce qu'on prend habituellement en co-développement. On fait des 6 étapes souvent un peu en séquence, rapidement, une après l'autre. Mais ici, en ligne, je pense qu'il peut être utile de dire on arrête, ça va pour l'étape, il y a des questions, des préoccupations, on souffle pour passer à l'étape suivante. Un peu plus de vigilance quant à l'explicitation, rendre des intentions plus claires parce qu'il y a des indices qui ne passent pas à l'écran. Trouver des façons d'exprimer les ressentis. Bien sûr, on peut utiliser les émoticônes pour aider à faire ça. Et peut-être on a intérêt aussi à mixer des formules et prévoir des temps d'arrêt ou d'échange en binôme au sein même du processus de groupe en co-développement. Par ailleurs, il y a des outils intéressants où on peut utiliser l'écriture en ligne. Les tableaux de clavardage vont être utiles. Et comme on demanderait au client d'écrire son contrat, sa demande de consultation au chevalier au papier, vous appelez paperboard. On appelle ça le flipboard au Québec, mais c'est pareil. Donc, on peut le faire en ligne. On peut le faire en ligne avec ne pas hésiter à utiliser finalement l'écriture aussi. Et prendre du temps pour la conclusion, le check-out, la déclusion au sein du groupe, peut-être un peu plus que ce qu'on fera en personne, parce qu'en personne,
on continue à discuter ensemble dans le corridor en quittant la réunion, alors qu'en ligne, tout se coupe instantanément et puis on passe à autre chose. Et peut-être justement d'inviter les participants à prendre un temps de transition avant la prochaine visio pour écrire, capter leurs apprentissages, parce qu'autrement, on passe à un autre appel et on n'a pas le temps de faire l'intégration. Alors, pour moi, pour conclure sur l'utilisation en ligne, à mon avis, le groupe de co-développement est aussi utile au distanciel parce qu'il a permis dans des rencontres, des rencontres qui ont eu lieu pendant la pandémie, de structurer le processus. Et peut-être dans des flash codev, comme tu l'évoquais, Marie-Noël, cette structuration-là a été utile pour rendre les réunions plus productives. Comme le format en ligne aussi permet d'effectuer du co-développement qui n'aurait pas été possible ces 2 dernières années, finalement. Alors, maintenant, illustrons ça avec les propos de Nathalie et Marie-Noël. À moins qu'il y ait des questions avant, mais pour être certain qu'on vous entende, je préférerais peut-être qu'on aille directement avec vos expériences, Nathalie et Marie-Noël. Oui, merci Claude. C'est vrai que j'ai vu les questions passer. En même temps, je pense qu'il y aura des apports au niveau des questions par rapport aux expériences. C'est vrai que, alors, moi, je vous ai posté un lien tout à l'heure vers WeSuccess, une plateforme en effet de codev en ligne et que j'utilise assez régulièrement et qui est designée justement par rapport à tout ce que disait Claude au niveau de mettre le client au centre, la proxémie, l'importance de ne pas être en double charge mentale aussi quand on prend des notes, quand on écoute, quand on est avec son outil distanciel qu'on n'arrive pas forcément à utiliser de manière très fluide. Donc, en fait, il y a des choses qui sont permises comme ça. Par exemple, au niveau du client au centre, quand on regarde la caméra, on a l'impression qu'on regarde les gens. C'est-à-dire les gens, quand ils nous regardent et qu'on regarde la caméra, même si on ne regarde pas la petite vignette en bas, moi, quand je regarde la caméra comme ça, les personnes ont l'impression que je la regarde. Donc, en fait, la petite astuce, ce serait de mettre la vignette du client et de l'animateur plutôt vers le haut de l'écran. Et donc, par exemple, sur Zoom, on peut le faire, parce que quand, là, par exemple, j'ai tout le monde en fait en petite vignette, je peux déplacer l'écran Zoom avec les caméras plutôt vers le haut. Et donc, plutôt que de mettre en bas les personnes et de regarder en bas quand on leur parle, en fait, ça nous oblige à regarder en haut et on a plus l'impression que la personne nous regarde. Donc, c'est des petites astuces comme ça qui nous permettent aussi d'être plus fluides pour créer la relation à distance. Moi, dans mes expériences distancielles, là où on va vraiment accorder de l'importance et porter notre attention, ça va être vraiment sur comment je crée la relation, comment je crée la sécurité, la confidentialité. Et c'est l'importance, et là je le parle en gestaltiste, l'importance du pré-contact. Comme disait tout à l'heure quelqu'un, je crois que c'est Lucie, oui, prendre le temps en fait de ce pré-contact au début, de créer en fait cette atmosphère d'inclusion, cette espèce de météo, que chacun ait sa place et que chacun en fait comprenne un peu qu'est-ce qu'on va y faire, que les intentions soient claires. Vraiment créer cet espace de sécurité pour la personne à distance. Parce qu'en fait, là, ça lève des possibilités. Il faut se dire que la personne, en fait, elle va ouvrir un espace de vulnérabilité. Et là, en fait, elle ouvre cet espace de vulnérabilité parce qu'elle va livrer des choses, elle va déposer et déplier des choses qu'elle vit, surtout en tant que client. Et l'espace de sécurité, en fait, là, il est créé à distance. Donc, vraiment porter attention à ça. Je pense que c'est le plus important à distance. Comment on crée la relation, la proxémie à distance, comme si on était en présence. Et ça se joue beaucoup dans... Alors là, je vais donner les retours d'expérience des animations que j'ai faites qui ne soient pas complètement du codev dans sa pratique originelle, et ça, c'est plutôt dans un but d'inspiration. Ça m'est arrivé, par exemple, d'animer des séances en supervision, en utilisant le co-développement, de supervision de coach, je veux dire. D'intervision aussi. Alors, j'avais toujours quand même cette casquette de celle qui va tenir le cadre, mais pas forcément en tant que sachante. Là, ça peut être aussi de l'intervision. Ça peut être également en utilisant d'autres médias. Alors, à distance, c'est assez... ça marche assez bien, par exemple, quand on utilise l'art comme média pour aller chercher la pensée complexe. Vous savez, il y a une étape dans le co-développement où on reformule le sujet, on reformule la problématique. Et là, en fait, j'ai arrivé plein de fois d'utiliser en fait des pas de côté, des métaphores pour reformuler. Et c'est vrai qu'à distance, tout de suite, ça met une proximité parce qu'on rentre vraiment dans l'esprit de la personne quand elle nous montre un tableau de Magritte en disant bah, en fait, moi, c'est ça, c'est comme ça que je vois ta problématique. C'est cette ambivalence, cette espèce de compréhension ou bien, enfin, vous savez, Magritte, en fait, c'est des tableaux qui résistent à la compréhension et qui ne résistent pas à l'indifférence. On ne peut pas être indifférent et en même temps, on ne comprend pas tout. Bah, en fait, là, c'est hyper intéressant parce que pour aller chercher la pensée complexe de comment je reformule ton sujet,
et ben, en fait, ça donne une dimension supplémentaire. Et à distance, je trouve que ça marche très bien parce que ça crée une connexion supplémentaire. Voilà, donc ça, sont des exemples. Après, Claude, alors moi, je vous donne la liste d'exemples, après je passe la main à Marie-Noël, hein. Mais après, au niveau des expériences d'apprentissage, moi, je vois quelque chose qui se développe énormément en entreprise. C'est-à-dire que quand on va partir sur des parcours d'apprentissage et de développement, ce ne sont pas forcément des formations comment dire, classiques, hein, des parcours expérientiels, et en même temps on se développe et en même temps on apprend des choses. Le fait d'intégrer des groupes de co-développement, c'est-à-dire que les apprenants forment un groupe de co-développement qui va continuer dans la durée, donc l'expérience d'apprentissage continue dans la durée, elle ne s'arrête pas à la fin de la formation, entre guillemets. Ça marche assez bien, et les entreprises sont très demandeuses pour continuer cette expérience dans laquelle les participants, qui sont des pairs entre eux, hein, PAIR, vont continuer d'apprendre ensemble. Et là, on est complètement, pour moi, dans l'esprit du CODEM, c'est-à-dire qu'ensemble, on continue d'évoluer. Et en plus, on a créé une expérience fondatrice au départ dans laquelle on s'est retrouvé avec un vécu commun dans cette formation, entre guillemets. Donc, il y a quelque chose qui lie les gens en même temps. Et pour répondre en même temps à la question de est-ce qu'on peut avoir au début un facilitateur et après se débrouiller tout seul, moi, en fait, je n'ai jamais expérimenté comme ça. C'est-à-dire que, oui, il y a un facilitateur, enfin un animateur même, hein, pour reprendre les termes de Claude, forcément, dans chaque groupe de co-développement. Mais après, si le groupe veut être autonome, il peut aussi être formé à l'animation. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vécu des groupes dans lesquels nous étions tous animateurs, et comme on change de client à chaque fois, on change aussi d'animateur à chaque fois. Donc, le groupe s'auto-anime, en fait, on va dire, mais parce que nous sommes formés à l'animation. Voilà. Après, donner l'animation à quelqu'un qui n'est pas formé, c'est quand même un peu risqué parce qu'il y a quand même des choses à maîtriser. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour mes retours d'expérience. J'en ai plein d'autres, mais c'est pour passer la parole à Marie-Noël pour compléter avec tes expériences à toi. Alors, je continue, je renforce complètement ce que tu dis sur le fait qu'on a des parcours de formation. Souvent, c'est des parcours managériaux. Et entre ces étapes de parcours de formation, le groupe fait tous les ancrages, entre autres, de ce qu'ils ont appris, et puis renforce évidemment cette proximité qu'ils ont créée. Et voilà. Et ça fait partie de tout un programme. Ce n'est pas que du co-développement. On a tout un programme autour de la dimension managériale dans lequel le co-développement prend une part importante parce on va continuer entre les moments de théorie, on va s'entraîner et on va fonder une communauté. Il y a cette idée aussi forte de la communauté qui va se renforcer. Et alors moi, j'ai une jolie expérience par rapport à ça parce que j'avais fait un travail avec une entreprise où c'était que des cadres dirigeants des différentes divisions de cette entreprise. Et en fait, le parcours, il n'était pas non plus que du co-développement. Il y avait un travail sur soi, il y avait de la connaissance de soi, il y avait ce qu'ils appelaient des matinées d'inspiration où il y avait des gens externes qui venaient parler d'autres choses, il y avait des moments de formation. Et là aussi, ce qui a été le moment le plus fort, c'est que ces personnes se retrouvaient, former une communauté managériale et la communauté grossissait à chaque groupe de co-développement. Et en fait, ça a donné des expériences importantes. Et un de ces groupes s'est retrouvé, évidemment, pendant la pandémie. Et c'est là que, de toute façon, on a sauté pieds joints avec Zoom, sur Zoom. Et ce groupe-là a extrêmement bien fonctionné pendant la pandémie. Et ça a été pour eux, ils disaient, un des soutiens moraux. Au-delà du co-développement, on était sur, alors là pour le coup, c'est parfois pas facile de faire travailler les gens sur les émotions en co-développement. Là, pendant ces moments-là, les émotions, elles étaient très présentes. Et donc, c'était un groupe de dirigeants, hein, donc c'était des gens là pour le coup qui s'étaient engagés et qui ont tenu la barre et qui ont été très très présents. Mais si je peux dire un autre mot aussi sur les groupes de co-développement à distance, effectivement, moi aussi, naturellement, j'ai tendance à limiter la taille des groupes. Donc là, pour le coup, je suis bien d'accord sur le 6. C'est plutôt le bon groupe. La deuxième chose, je limite aussi la durée, je pense, de la séance. Elle dure un petit peu moins longtemps. Et ça aussi, je pense que je crois que peut-être que c'est pour un confort personnel, mais je pense que ça convient bien à tout le monde aussi. Et alors, petit clin d'œil, moi, je me suis aperçue de quelque chose, c'est que quand quelqu'un respire assez fort près de avant de parler, les gens respirent. Et s'ils sont assez près de leurs écrans, sur Zoom, on voit la petite fenêtre qui se colorie. Et donc, avec le temps, je m'aperçois que j'arrive à les repérer comme ça.
voilà. Mais c'est vrai qu'au bout d'une heure, on est un peu raplapla. Mais alors moi, je trouve ça génial. Alors je dis, ah, je t'ai vu respirer, tu allais prendre la parole. C'est pas je t'ai entendu respirer, je t'ai vu respirer. Voilà, c'était assez. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Et on passe beaucoup de temps quand on démarre un groupe à distance, même quand en présentiel aussi, mais à distance tout particulièrement, à écrire les règles de fonctionnement, à parler de la co-responsabilité du maintien de ces règles. Et on passe beaucoup de temps, beaucoup plus que d'habitude. Je crois que c'est ça qui fait un peu le ciment. Sinon, moi, franchement, les personnes que j'ai ou animées ou que j'ai formées à distance, parce que par rapport à, ça fait 2 ans que les formations de co-développement, ben, j'ai dû en faire une dizaine, mais il y en a eu 2 en présentiel. Toutes les autres ont été faites à distance et les gens s'approprient vraiment très, très bien la méthode. Alors, je vois qu'il y a des questions sur la confidentialité, mais ce n'est pas des sujets qui sont revenus dans les groupes que j'ai animés. Voilà ce que je peux vous partager. Merci Marie-Noël. Il nous reste un quart d'heure avant de terminer. Je vous propose qu'on passe à une phase de questions-réponses. Restez bien avec nous jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise qu'on aimerait vous proposer et puis vous annoncer également. Alors, allez-y, il y a des questions qui sont revenues déjà. Par rapport au mix, il faut que je... au niveau du distanciel notamment, on peut mixer des gens de manière beaucoup plus large que quand on est en présence, puisqu'ils peuvent se trouver partout dans le monde, je dirais presque. Et du coup, on avait une question, c'était est-ce qu'un groupe de différentes origines géographiques est plus dynamique, car plus de diversité? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez senti une différence d'énergie en fait, dans une énergie haute? Plus des groupes, plus on mixe et plus le groupe est dynamique. Ça dépend toujours des participants et du contexte. Je me souviens d'une fois, j'avais un groupe j'étais à Montréal, il y avait des gens en Asie. Et, en fait, le groupe était supposé être avec des gens en Asie, puis finalement, il y a quelqu'un qui n'était plus en Asie, qui était rendu à Paris. Alors, vous imaginez les enjeux horaires. Pour lui, il était rendu 3 heures du matin, il était dans la nuit, et le reste du groupe était dans une autre énergie. Ça dépend de la diversité géographique dont on parle, mais lorsqu'on peut encourager une diversité, encore de perspectives, de points de vue, c'est ça qui devient intéressant en co-développement. Par contre, je n'évoquerai pas ici des enjeux culturels, parce que, et c'est à mon avis à explorer davantage, mais il y a des différences culturelles importantes dans la relation d'aide, dans la façon de se livrer, entre un Nord-Américain, un Français, un Anglais, un Australien, puis un Japonais. Le simple fait d'avouer, de créer dans un groupe une dynamique où on est tous égaux, le propos de l'un vaut le propos de l'autre. Dans certains contextes, ce n'est pas possible. Aussitôt que quelqu'un est d'un âge plus avancé, il est perçu comme étant plus en autorité dans certaines cultures que d'autres. Alors qu'en co-développement, on cherche plus une perspective égalitaire. Oui. Enfin, par expérience, la mixité, pour moi, je trouve que c'est un vrai cadeau, quoi. Ouais. Et ça fait des groupes qui sont variés. Donc, voilà. Alors, dans l'entreprise, de fonctions différentes, de visions différentes, moi, je trouve que c'est un plus. Il n'y a pas de sujet. Après, voilà, nous, dans nos métiers, on s'adapte aussi. Donc, on peut avoir des groupes du même métier et on peut avoir des groupes, mais l'expérience à l'arrivée fait que c'est beaucoup plus riche, quoi. Et donc, moi, j'insiste beaucoup pour avoir des gens variés, quoi. Voilà. Et ça peut aussi il y a même un intérêt de participer à plus d'un groupe de co-développement, je dirais. On peut le faire avec des pairs dans l'immédiat, puis des gens plus éloignés. Moi-même, je suis dans 2 groupes de co-développement et qui sont assez différents. Et chacun m'apporte des choses différentes. Et pour information, à tour de rôle, nous animons. Même si nous sommes des gens assez expérimentés, il y a toujours quelqu'un qui prend la posture réelle d'animateur. En fait, il y a toujours quelqu'un qui est l'hôte de la rencontre et quelqu'un qui est animateur. Puis le reste, on choisit le processus comme on fait d'habitude. Alors pour compléter sur la diversité géographique, moi j'ai vu beaucoup aussi d'entreprises qui utilisaient ce côté distance pour justement mixer de plus en plus dans des enjeux transformationnels dans lesquels, par exemple, on a des enjeux de mixité géographique au niveau de casser les silos, par exemple, comprendre à quel point la culture d'une entité ou d'un site géographique peut être différent ou bien en ligne avec... voilà, c'est en fait l'idée, comment est-ce qu'on permet aux gens d'être empathiques les uns les autres avec des personnes de différents sites. Et ça peut être un enjeu culturel aussi, de rassembler autour d'une même culture.
Donc, moi, ça, je l'ai beaucoup vu en filigrane derrière, en fait. Hein. Et j'ai entendu quelque chose qui m'a fait très, très plaisir récemment, Nathalie. Parce que j'entendais des gens dire le virtuel, le distanciel, c'est l'avenir du co-développement. Moi, personnellement, je ne crois pas ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui trouve davantage sa source et sa force dans la présence physique, idéalement, ou en complémentarité. Et j'entendais quelqu'un qui soumettait un projet de co-développement à une entreprise en ligne. L'entreprise disait non, on va attendre de pouvoir le faire en personne parce que là, les gens en ont marre un peu de distanciel et ont besoin d'être en relation physique. Il faudra faire attention que le virtuel ne nous amène pas à automatiquement considérer des groupes de co-développement internationaux. Il y a peut-être des gens très, très intéressants à considérer dans nos environnements plus près, auxquels on n'aurait pas pensé et avec lesquels on pourrait travailler aussi en complicité. Tout à fait. Ouais. Tu vois, moi, hier, j'ai démarré un nouveau groupe. Et en fait, l'entreprise tout de suite a dit non, non, là, on veut du présentiel, on veut du présentiel. Et en fait, en discutant dans le groupe, quand je leur ai dit l'intérêt aussi, parce qu'ils ont des clients un peu partout dans le monde, et en fait, ils ont, et ça fait plusieurs fois que j'entends ça, c'est valider la première séance au moins en présentiel, au moins qu'on se voit. Au moins qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on se touche, enfin voilà, qu'il y ait quelque chose. Et après, peut-être on pourra aller faire autre chose. Voilà. Donc, peut-être il faut réfléchir à ça aussi, quoi. Et puis, peut-être de l'alternance, voilà. Oui. Oui, ça vient aussi avec ce qu'on disait sur la suite des formations. Quand les gens ils sont en formation présentielle, le fait d'avoir déjà eu un présentiel ensemble permet de créer quelque chose de commun, en fait, dans le vécu. Alors, il y avait aussi une question qui aborde le sujet de la confidentialité. Marie-Noël, tu disais que c'était quelque chose un sujet qui n'était pas vraiment un sujet, en fait, hein, dans ton expérience, parce que ça ne s'est pas tellement posé. Et pourtant, comment est-ce qu'on peut quand même assurer la confidentialité dans une configuration en ligne dans laquelle on ne maîtrise pas tout? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager là-dessus? Moi, je pense qu'on ne maîtrise pas tout non plus en présentiel. Hein. Donc, la confidentialité, on ne la maîtrise jamais. Et moi, ça fait vraiment partie du travail on est sur des engagements moraux des participants. Alors, après, on peut avoir des petites techniques avec des chartes de confidentialité, des choses comme ça. Voilà, et je me sers de ça parfois. Mais je pense que la maîtrise, elle n'existe pas. Enfin, je ne sais pas, Claude, toi, ce que tu en penses, mais j'insiste beaucoup dessus. Mais voilà. Oui, c'est certain qu'on ne peut pas gérer ça comme le ferait un patient dans le bureau d'un professionnel, puis qu'il y a un code d'éthique formel. Par contre, moi aussi, c'est important que ça soit discuté explicitement lors de la première rencontre d'un contrat écrit. En fait, il y a quelques éléments qui sont écrits, puis moi, je prends toujours un engagement sur l'honneur. Même si ça fait peut-être un peu cucu, mais le geste est important et pareil en ligne pour qu'on convienne et qu'on ait une conversation là-dessus. Ça veut dire quoi la confidentialité? Dans l'espace où je me trouve, porte fermée, etc., accès au son, à propos de l'information écrite qu'on pourrait capter, enregistrement de session ou pas. Il y a des gens qui voudraient parfois enregistrer, puis il faut discuter de ça. Et éventuellement, lorsque l'intelligence artificielle va se mêler aussi de tout ça, la capacité que l'intelligence artificielle aura de comprendre nos conversations et de dégager des choses, il faudra avoir des conversations là-dessus. Mais entre-temps, quelqu'un me laisse entendre qu'il y aurait des applications maintenant qui permettraient d'enregistrer nos voix et de comprendre un peu certains éléments émotifs dans notre voix. Et on pourrait avoir des mesures qui pourraient être utiles. En tout cas, je ne suis pas certain que ce soit nécessairement une bonne idée. Déjà, d'utiliser des émoticônes et tout ça, ça peut des fois un peu enrichir, puis des fois un peu pas nécessairement. Mais vous avez une expérience, vous utilisez quelques indications, Nathalie, dans votre application de chez Human Matters pour aller chercher des moments de la rencontre, un peu l'état émotif, mais c'est volontaire. Les gens choisissent de dévoiler comme ils veulent cet état. Il n'y a pas une analyse faite sur le son de la voix des personnes. Exactement. Éventuellement, ce sera des enjeux qu'on aura regardés autour de la confidentialité avec le développement des technologies, c'est certain. Oui.
Sur la technologie, sur la plateforme de Humans Matter, justement, le WeSuccess, en fait, cette plateforme, by design, elle inclut déjà des éléments de confidentialité. C'est-à-dire que même ceux qui pilotent la plateforme n'ont pas accès aux données de la plateforme, de savoir qui est dans quel groupe de codev, qui a participé à quel groupe de codev. Il y a même une historisation des échanges qui se fait. C'est-à-dire que dans le groupe de codev en ligne, pour éviter d'être en double tâche, de prendre des notes et d'écouter, en fait, on propose aux personnes d'historiser l'échange, les questions, etc. Et le relevé de séance s'envoie directement. Ce relevé de séance est confidentiel et donc, en fait, là, by design, en fait, dans comment dire, la conception même de l'application, tout ça est déjà prévu. Donc, il y a des applications comme ça qui mettent une attention sur la confidentialité. Après, c'est vrai que quand vous parlez et que vous êtes dans un open space, on ne pourra pas contrôler ça. Mais moi, souvent, je demande aux gens d'avoir des écouteurs, par exemple. Donc, comme ça, au moins, on est sûr que ça arrive directement dans les oreilles et que ça n'arrose pas un petit peu. Bon, après, ils peuvent toujours mettre le haut-parleur, on ne sait pas. Hein, mais déjà, en fait, ça évite que si quelqu'un est dans une pièce à côté, entende ce qui se dit. Enfin, ça peut sécuriser certaines personnes. Hein. Moi, je sais qu'il y en a qui se sentent beaucoup plus à l'aise quand tout le monde a des écouteurs. Mais ça, c'est quelque chose à discuter avec le groupe, en effet, de le poser déjà au départ à la première séance dans le cadre. Et puis, le job du facilitateur et de l'animateur, en fait, c'est ça, c'est de vraiment que chacun se sente en sécurité avec ce qui est convenu. Alors, est-ce qu'on peut poser allez, une dernière question avant de terminer, parce qu'il est 24. Il y a la question de Pascal, là, qui me semble intéressante. Ouais, comment présentez-vous et faites-vous vivre le journal, entre guillemets, autour de la réflexivité? Alors oui, est-ce qu'on peut en parler de la réflexivité? Comment est-ce qu'on amène les gens, à la fin de la séance, à faire ce travail? Est-ce que vous avez des tips? Ce n'est pas uniquement qu'à la fin, mais la réflexivité, moi, je la présente comme cette capacité de prendre du recul, de se regarder aller et de le faire soi-même, mais aussi de le faire à partir du regard des autres. Donc, et ça peut être fait à peu près à n'importe quel moment, entre autres en demandant des temps d'arrêt lors de la rencontre et en se disant qu'est-ce qui est en train de se produire ici autour de notre processus, autour de la demande du client, à propos de la question que je viens de poser, quelle est son utilité, comment pourrait-elle être transformée. Et en effet, jusqu'à la fin où on prend un temps pour revenir sur qu'est-ce qu'on a appris ici, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on ferait différemment la prochaine fois. Donc, cette prise de recul, c'est un regard réflexif sur sa pratique qui va être réutilisé par la suite. Et en termes d'un journal, en fait, c'est de capter ça par écrit. Parce que, ou par écrit ou par enregistrement audio, peu importe la meilleure méthode que l'on a, mais moi, je pense que de projeter sur papier, on n'a pas inventé grand-chose de mieux encore pour avoir cette conversation avec soi-même. On évoquait le co-développement à un seul. C'est là qu'on revient au un seul ici, dans la conversation avec soi-même. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je capte? Qu'est-ce que je veux garder comme trace de ceci qui va me servir un peu plus tard? Alors, papier, électronique, peu importe, mais l'écriture a une fonction importante dans le travail réflexif. La réflexivité à l'instant T et aussi, quand on parle de continuité, ça peut, en fait, on peut garder trace pour la fois d'après. Si vous êtes dans un groupe qui dure, dans un cycle par exemple, on peut aussi prendre des nouvelles de ce qui s'est passé entre-temps par rapport à ce qui a émergé et qu'est-ce qu'on avait prévu d'en faire. Donc, il y a aussi ça, ce travail dans le temps. On peut réactiver cette réflexivité aussi à la séance d'après. OK. Bon, il est 26. Je vous propose de clôturer là. Je n'avais pas plus de questions. Il y avait quelques questions, mais qu'on a peut-être déjà abordées un petit peu. Merci à tous. Excuse-moi, Nathalie, il y en a beaucoup de questions. Là. Je suis conscient qu'on n'a pas répondu à tout. Il faudrait voir. Il y en a beaucoup. Alors, moi, j'en ai reprendre, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En tout cas, il y a un intérêt. Oui, c'est pour le moins. Ouais. Parce que là, on doit clôturer. Mais alors, vous aurez l'occasion peut-être de poser ces questions hyper intéressantes plus tard à Claude, parce qu'on avait une surprise pour vous. À vous annoncer qu'on n'a pas encore annoncé, qu'on n'a pas encore publié, mais du coup, on va le faire dans la foulée après. C'est vous annoncer l'ouverture en juin prochain, donc le 2-3 juin, d'un atelier d'approfondissement avec Claude et avec Marie-Noël et avec moi, en présentiel, à l'IFOD. Et cet atelier est réservé à des personnes qui sont déjà aguerries au co-développement, c'est-à-dire qui sont déjà formées à l'animation et qui ont déjà animé des groupes. Pourquoi? Parce que c'est un atelier d'approfondissement, ce n'est pas une formation là. C'est comme un espèce de masterclass privilégié avec Claude. Donc, je ne sais pas si Claude, tu veux en parler un petit peu.
Ça sera en juin, en présentiel. Donc, je vous dis, à l'IFOD, les 2-3 juin. On ouvre les inscriptions. Attention, il y a des places limitées. donc, voilà. Claude, si tu veux dire un petit mot. J'ajouterais essentiellement en fait, que la démarche va se faire à partir d'un profil de compétences de l'animation en co-développement comme un outil de référence qui pourra évoluer, mais que ça va se faire essentiellement à partir de la pratique des gens qui seront là et en mode de co-développement. En effet, donc on aura un regard réflexif sur nos pratiques en pratique dans ces 2 jours. Tout à fait. Donc, c'est l'occasion d'expérimenter, de pratiquer, d'aller ouvrir sa pratique, peut-être à aller s'inspirer les uns des autres et aussi d'approfondir vraiment les sujets que vous retrouvez souvent et peut-être que vous avez besoin de travailler. Donc, c'est une espèce de supervision en groupe, intervision, approfondissement, inspiration. Voilà, c'est tout ça ensemble et ça se construit en fonction des gens qui sont présents aussi. Super. Alors, on vous donnera toutes les informations. Suivez les news que l'IFOD va poster dans ses prochains jours, on va dire. Et c'est 2 jours complets, oui. Oui, voilà, ça au moins on peut le dire. C'est 2 jours complets et c'est un petit groupe, hein, donc c'est important que, voilà, on va vous donner toutes les informations nécessaires. Oui, parce qu'on reste quand même dans l'esprit du codev en faisant ça. Ça, le présentiel, le petit groupe, le codev dans le codev, en fait, c'est une mise en abîme du codev par le codev. Vous allez voir, c'est génial. Donc, au plaisir de vous retrouver là. Bon, merci beaucoup à tous et au plaisir de se retrouver. S'il y a des gens qui ont quelques instants, là, on